Donc, merci beaucoup Sylvain pour cette introduction et pour m'inviter pour ce cycle. C'est évidemment aussi un honneur pour moi d'être choisi pour représenter ce champ de métrologie quantique dans ce cycle. Et donc, je voulais parler un peu des fondements théoriques et aussi de quelques applications de la métrologie quantique. Et pour commencer, la motivation de ce champ et de la théorie que nous faisons vient surtout des expériences thématiques qu'on a vues dans les dernières décennies, surtout dans les laboratoires d'optique quantique, des atomes froids, des ions piégés, cavity QED. Il y a beaucoup d'autres plateformes aussi qui nous permettent de contrôler des systèmes quantiques avec haute précision. Donc, ce qu'ils ont tous en commun, ces plateformes, c'est ils peuvent être bien isolés de leur environnement et on peut y préparer des états quantiques qui sont loin de la limite quantique, de la limite classique. On peut aussi parfois contrôler un peu au moins l'évolution temporelle de ces systèmes-là, ce qui nous permet de créer des états particulièrement intéressants. Et on peut aussi mesurer différents observables avec une bonne précision. Et donc, ces conditions-là, ils ont permis de réfléchir à une nouvelle génération de technologies qu'on appelle les technologies quantiques. Et en gros, ils sont partagés en 4 groupes. Donc, il y a la métrologie quantique, les capteurs, il y a aussi les simulations, communication quantique et les ordinateurs quantiques. Et aujourd'hui, je vais parler seulement de la métrologie et des capteurs. Donc, c'est le sujet de ce séminaire-là, la métrologie quantique. Et qu'est-ce que c'est la métrologie quantique ? Métrologie quantique, ça veut dire qu'on s'intéresse à un paramètre, donc c'est la théorie de l'estimation d'un paramètre qui est dans un système quantique, donc un paramètre qui détermine les propriétés d'un système quantique. Et là, j'ai utilisé un système quantique plutôt simple pour illustrer ce scénario. Donc, on a un interféromètre avec des séparateurs de faisceaux, des miroirs. Il y a une phase relative entre les deux bras. Et donc, cette phase pourrait être le paramètre d'intérêt principal pour cette mesure. Et on peut séparer la procédure que normalement on suit pour mesurer ce paramètre, pour l'estimer, dans 3 pas. Donc, il y a ici la phase de la préparation de l'état initial. Et là, on peut choisir quel est l'état qu'on va introduire dans le capteur, comment on va préparer le capteur. Après, il y a une évolution temporelle qui va imprimer, engraver le paramètre d'une certaine façon dans l'état quantique du système. Et là, normalement, on n'a pas trop de possibilités de le changer parce que c'est un paramètre donné qu'on voudrait mesurer. Et après, on mesure, ça veut dire on choisit une observable et on obtient des données. Donc, en base des données, on essaie de retrouver la valeur vraie de ce paramètre-là. Donc, ça, c'est la procédure de la métrologie quantique. Et les données, ils vont être distribuées probabilistiquement. Il y a une distribution qui nous dit quelle est la probabilité de trouver le résultat X si la vraie valeur du paramètre est θ. Donc là, j'ai 2 exemples de comment on pourrait imaginer cette distribution. Donc, on pourrait avoir cette distribution de résultats noirs si la valeur est θ2 et par contre la verte représente la distribution pour θ1. Donc, ça veut dire les résultats de notre mesure, ils vont changer en fonction de θ. On va essayer de profiter de ça
en construisant une fonction qu'on appelle l'estimateur pour retrouver la valeur vraie de ce paramètre. Donc, cette fonction est une fonction des variables aléatoires, et ça veut dire elle est aussi une variable aléatoire. Et l'objectif, c'est que au moins la moyenne de cette variable aléatoire devrait nous donner la vraie valeur du paramètre. Ça, si c'est le cas, on dit que c'est un estimateur qui n'est pas biaisé. Donc ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est que cette estimation ait aussi une variance la plus petite possible. Maintenant, il faut se rappeler que c'est un système quantique et ça va déterminer la distribution de probabilité que je trouve pour les différentes mesures, parce que la théorie quantique nous dit qu'il y a un état quantique qui décrit le système et il y a des opérateurs pour la mesure, par exemple des projecteurs, et je peux calculer la probabilité d'obtenir le résultat X, étant donné que la valeur de paramètre θ et θ, de cette façon-là, c'est la règle de Born, tout simplement. Et ça veut dire la probabilité, elle va dépendre de l'état du système, elle va dépendre du choix de la mesure. Et donc, ce sont les deux paramètres principaux que nous pouvons changer dans la métrologie quantique pour optimiser la précision. Donc, on va surtout essayer d'identifier un observable qui nous donne une information très précise sur le paramètre et aussi préparer des états initiaux, si c'est possible, qui réduisent le bruit. La limitation fondamentale, c'est les fluctuations dans le vide. Vous savez qu'en mécanique quantique, il y a toujours des fluctuations, même si on est, par exemple, dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Et ces fluctuations, ils vont toujours nous donner des fluctuations additionnelles aussi pour l'estimation du paramètre qu'on ne veut pas du tout éliminer, mais on peut quand même jouer avec des trucs de l'information quantique, par exemple, au niveau de l'état initial pour les réduire. Donc, pour commencer, je voulais un peu repasser le sujet de squeezing, compression, dans les interféromètres que vous avez déjà vu dans des autres séminaires dans ce cycle. Et une façon simple de l'introduire, c'est aussi de considérer cet interféromètre et réfléchir comment, normalement, historiquement, on opérait un interféromètre de ce genre. Donc, traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est d'utiliser un faisceau laser avec une haute intensité, donc beaucoup de photons, et l'envoyer sur ce séparateur faisceau. Et après, on essaie, en mesurant le nombre de photons qui sortent, de reconstruire la valeur de la phase ici. Et donc, si on a une population très forte de ces faisceaux laser, donc approximativement, on peut le décrire par un état cohérent, et ça veut dire c'est essentiellement déjà un système presque classique, parce que c'est comme un champ moyen, on peut s'oublier des propriétés quantiques du mode où je mets le laser. Mais il y a quand même une petite partie qui est toujours quantique, et c'est le deuxième port d'entrée de ce séparateur de faisceaux qu'on a décidé de rien y envoyer. Mais dans la mécanique quantique, on sait que le rien, ce n'est pas exactement vide. Il y a toujours le vide du champ électromagnétique, et ça correspond à l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Et on sait qu'il y a des fluctuations, par exemple, dans l'espace des phases. Et donc, la description de ce système, la description quantique, elle décrit le mode ici, qui est préparé dans le vide. Et on peut montrer que l'évolution de l'interféromètre, elle va tout simplement bouger ce vide, déplacer, avec un déplacement qui est proportionnel à la valeur de la phase. Et on peut déjà apercevoir que les fluctuations qu'on a dans l'état fondamental, ils vont nous limiter dans notre
capacité de mesurer une phase très petite, parce que il y a du recouvrement là. Et donc l'idée fondamentale ici, c'était proposé par Carlton Caves en 1981, c'était d'utiliser des états comprimés, squeezed, qui ont des fluctuations réduites dans la direction qui est importante pour cette mesure, même si on augmente les fluctuations dans la direction orthogonale pour toujours respecter la loi de l'incertitude fondamentale qu'on ne veut pas éviter, mais les fluctuations relevantes ici peuvent être supprimées. Maintenant, je veux passer aux interféromètres atomiques. Ils sont très similaires et vous avez aussi eu le séminaire de Jakob Reichel qui a parlé de ça. Donc, il y a beaucoup d'analogies entre les interféromètres optiques et ceux qui sont atomiques. Une différence, c'est qu'avec les atomes, on travaille normalement avec un nombre fixe d'atomes. Et là, j'ai représenté n atomes. Et chaque atome a à l'intérieur deux niveaux. Donc, ça peut être 0 et 1 ou des niveaux de spin. Et donc, les deux niveaux, ils correspondent aux deux bras de l'interféromètre. Et pour décrire mathématiquement l'état et l'évolution d'un système de n atomes à deux niveaux, on utilise des opérateurs de moments cinétiques collectifs qui sont construits comme des sommes des matrices Pauli individuelles de tous les atomes. Et ils donnent lieu à une algèbre SU2. Et on peut représenter les états qui décrivent un tel système sur une sphère de Bloch généralisée. Donc, c'est comme l'espace des phases, mais pour une collection de spins. Et un exemple d'un état qu'on pourrait construire ici, c'est un état cohérent de spin. C'est un état dans lequel tous les spins individuels sont décrits par le même état quantique. Et ils sont tous polarisés dans la même direction, qui est la direction X. Donc, le collectif de tous les n atomes est décrit par un état cohérent comme ça, et on voit encore une fois qu'on a des fluctuations ici qui vont limiter notre précision. L'évolution de l'interféromètre, c'est tout simplement une rotation sur la sphère ici. Donc, on est intéressé à l'estimation précise de l'angle de cette rotation, et on peut voir que les fluctuations d'un état cohérent de spin vont nous limiter. Par contre, si ce serait possible de construire un état de spin comprimé, par exemple comme celui-ci, il pourrait nous donner une sensibilité meilleure. Mais on peut aussi montrer que ce ne sera jamais possible de construire un tel état sans avoir des corrélations quantiques entre les atomes. Donc, les états comprimés de spin, s'ils existent, ils doivent forcément être intriqués. Donc, ils portent des corrélations quantiques entre les atomes. Par contre, cet état ici, il décrit un ensemble d'atomes qui sont complètement indépendants l'un des autres. Donc, le premier chapitre, c'est la compression de spin. Et ce que je voulais faire maintenant dans ce diapo, c'est de expliquer un peu comment on peut quantifier le gain qui est offert par la compression de spin. Et je veux faire ça en considérant une stratégie très particulière pour mesurer la phase, qui est aussi très pratique et simple. Donc, l'idée, c'est que j'ai décidé de mesurer une observable que j'appelle X, et je connais la valeur moyenne de X en fonction du paramètre θ. Je la connais parce que j'ai fait une préparation dans l'expérience, j'ai fait une sorte de calibration, par exemple, où j'ai une très bonne théorie et je peux calculer cette calibration. Donc, une fois que je connais cette calibration, je peux passer à la vraie mesure d'une phase inconnue. Et pour ça, je prends des mesures de l'observable X. Et en base d'une collection de mesures, je peux construire la moyenne.
Et la moyenne, je peux la mettre directement sur cette courbe de calibration. Et elle va identifier un point sur l'axe X que je peux considérer un estimateur de la phase. Mais il y a aussi une erreur qui est associée à cette stratégie. Si on suppose que le nombre de mesures répétées est très élevé, on sait que dans la limite centrale, la distribution de la valeur moyenne va être donnée par une gaussienne, et la valeur moyenne, c'est la valeur vraie de cet observable. Et la variance, c'est la variance de cet observable divisée par le nombre de mesures. Donc ça, c'est le théorème de la limite centrale. Et donc, cette incertitude que j'ai pour la moyenne de mes données, je peux la mettre dans le graphe ici et elle va se traduire à une erreur pour l'estimation de paramètres qui dépend maintenant de la dérivée que je trouve au point ici. Et donc, on peut calculer ça aussi plus en détail et on trouvera que l'estimation qui suit cette stratégie particulière aura, dans la limite centrale, une sensibilité qui est donnée par le rapport de la variance de l'observable que je mesure et le gradient carré, la dérivée carrée, divisé par le nombre de mesures. Maintenant, on voudrait appliquer ça au problème d'un interféromètre atomique. Donc là, on a dit l'évolution de l'interféromètre est donnée par une rotation du spin collectif, donc quelque chose comme ça. Et la mesure va aussi être la mesure d'une composante du spin collectif. Donc X, je peux le remplacer par le spin collectif que je vais mesurer, c'est la composante Y. Et l'évolution qui détermine la dérivée ici, c'est tout simplement l'équation de Schrödinger avec ce Hamiltonien-là. Et ça va me donner le commutateur entre ce que je mesure et l'Hamiltonien, ce qui est la composante X du spin collectif. Donc je mets tout dans la formule ici. Et là, je prends maintenant l'inverse de cette erreur parce que je voudrais trouver une mesure pour la sensibilité. Donc là, on a la sensibilité, c'est l'inverse de l'erreur, sauf le préfacteur qui dépend juste du nombre de mesures répétées. Et la sensibilité, on voit maintenant, elle va augmenter si la variance est petite. Et donc ça, c'est appelé le paramètre de compression de spin. Et il a été introduit par David Wineland. Il a partagé le prix Nobel avec Serge Haroche. Déjà, c'était en 1992. Donc, ça donne une interprétation très simple pourquoi les états comprimés comme ça donnent une sensibilité meilleure que les états cohérents comme ça, parce que la valeur moyenne, à peu près, c'est la même ici. La polarisation des deux états est similaire, mais la variance est beaucoup plus petite ici. Après, juste pour donner un peu de contexte historique, il y a eu des propositions théoriques qui disaient que si j'ai accès à une évolution non linéaire, comme ça, je peux convertir un état cohérent à un état comprimé de spin. Et peu après aussi, on a eu des propositions concrètes pour comment on pourrait implémenter une telle évolution dans des systèmes avec des ions piégés ou en utilisant les collisions avec des condensats Bose-Einstein. Il y a beaucoup d'autres possibilités maintenant de réaliser ça. Mais ces propositions, ils ont ouvert vraiment une vaste activité de recherche autour de ce sujet-là. Et nous voyons ici un peu un résumé d'un article review de 2018 qui collectionne le gain quantique qui a été enregistré. Donc, c'est le rapport entre la sensibilité qu'on a vue et la sensibilité d'un état cohérent, donc la limite classique, en fonction du nombre de particules. Et on peut voir données pour les ions piégés, pour les condensats Bose-Einstein et les atomes froids. Maintenant, je voulais un peu discuter aussi les limites de la compression de spin et comment on peut encore faire mieux. Donc, pour voir ça,
Je considère encore une fois la même construction pour quantifier la sensibilité. C'est légèrement plus général ici parce que je vais optimiser aussi les directions de l'observable de la mesure et celles de la rotation. Et je vais considérer un Hamiltonien comme celui-ci pour la création des corrélations et de la compression de spin. C'est celui que je mentionnais avant, plus un terme qui est transversal et linéaire. Et la raison pour laquelle j'inclus le deuxième terme, c'est parce que ça me permet de créer de la compression de spin plus vite que sans le terme-là. Et on trouve dans l'espace des phases des spins des trajectoires classiques de cette façon-là. Et ici, on a un point instable. Et l'idée, c'est que si je mets ici un état cohérent, cette évolution instable va lui pousser dans cette direction, mais à la fois aussi dans l'autre direction. Et ça devrait nous donner de la compression de spin. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette évolution non linéaire comme partie de la préparation de l'état que je vais utiliser après dans mon capteur. Donc, dans le capteur, j'ai l'évolution qu'on a déjà vue et je vais mesurer une composante de spin pour estimer la phase. Je peux utiliser tout ça pour maintenant calculer la sensibilité des états que je peux préparer avec cet Hamiltonien. Et c'est ça ce que je vois, c'est la sensibilité en fonction du temps de cette évolution non linéaire. Et on voit qu'en fait, la sensibilité monte, elle atteint un maximum ici. Et c'est quand l'état est vraiment très comprimé et je peux avoir un bon gain quantique. Mais qu'est-ce qui se passe au temps plus long? On voit que la sensibilité diminue apparemment. Donc ça suggère que les états que je peux créer au temps plus long ne vont plus être utiles pour la métrologie. Et si on regarde les états, on voit qu'ils sont beaucoup plus complexes que ceux qui sont juste des états comprimés pour l'évolution initiale. Le problème avec les états au temps plus long, c'est que, par exemple, la variance, c'est qui détermine la sensibilité, elle va augmenter après ce point-là. Mais si on regarde les détails de cet état quantique, on peut aussi s'imaginer que cet état devrait être très sensible à des petites rotations. Et donc, on peut se demander, est-ce que peut-être cette mesure pour capter la sensibilité n'est plus capable de décrire les propriétés de cet état-là? Et effectivement, c'est le cas. Et le problème, c'est qu'ici, on n'a que des moments à l'ordre, au premier ordre et au deuxième ordre. Et ça veut dire que c'est essentiellement une approximation gaussienne des propriétés de l'état. Donc là, si je connais la variance dans les différentes directions et la valeur moyenne, j'ai une bonne idée de comment il est fait cet état-là, mais ça ne suffit pas pour décrire cet état. Donc, pour aller outre ces mesures gaussiennes, ce qu'il faut faire, une possibilité, c'est de remplacer la mesure d'une composante de spin linéaire par une mesure non linéaire. Donc, si je permets ici les mesures non linéaires, ça va nous généraliser cette mesure de la sensibilité et nous allons appeler ça un paramètre de spin squeezing non linéaire. Par exemple, si je rajoute à une composante linéaire aussi une composante au deuxième ordre, je suis capable d'extraire beaucoup plus de sensibilité des états qui vont être créés au temps plus long et le maximum est atteint par cet état-là. Et si je vais jusqu'au troisième ordre, je peux encore avoir plus de sensibilité avec des états encore plus complexes. Et on peut continuer ça avec des ordres supérieurs. Et une question naturelle maintenant serait qu'est-ce qui se passe si je suis capable d'inclure tous les ordres possibles? Qu'est-ce qui se passe si je maximise cette sensibilité sur tous les possibles observables que je peux mesurer selon la théorie quantique? Et on peut aussi calculer cet maximum et il s'appelle l'information Fisher quantique. Et je vais l'introduire dans la prochaine diapo. Mais je peux déjà vous montrer
quelle est l'information Fisher quantique dans le maximum possible de la sensibilité que je pourrais extraire de cet état quantique dans cette figure, et c'est cette courbe noire. Et on peut voir, par exemple, que pour les états comme celui-ci, ça suffit de mesurer le premier et deuxième ordre du moment cinétique collectif pour avoir vraiment une mesure optimale. Ce résultat-là et la ligne noire nous dit qu'il n'y a aucune autre observable qui nous permettrait d'avoir une sensibilité encore plus élevée que cette courbe noire. Donc, qu'est-ce que c'est cette courbe noire? Pour la motiver, je vais un peu aller en arrière. Ce qu'on a dit au début, c'était qu'on avait une probabilité qui détermine les résultats de la mesure en fonction du paramètre d'intérêt. Et le seul fait que la mesure est probabilistique, déjà nous va identifier une limite pour la précision avec laquelle on peut reconstruire la valeur de la phase θ. Et ça, c'est un théorème très fondamental. Ça n'a rien à voir avec physique quantique. C'est juste pour n'importe quelle probabilité, on peut voir que la variance la plus basse possible pour un estimateur qui est construit en fonction des résultats de mesure distribués par cette distribution ne peut pas être plus petite qu'un 1 sur la fonction de Fisher, qui est cette fonction de la probabilité. Et donc, pour interpréter cette fonction de la probabilité, cette fonction Fisher, il faut considérer que nous avons toute une famille de probabilités paramétrisées par le paramètre θ ici. Donc, je peux représenter chacune de ces distributions comme un point dans un espace des probabilités. Et dans cet espace, je peux aussi mesurer la distance statistique qui me dit avec quelle facilité je peux différencier entre les deux distributions. Et dès que j'ai une distance, je peux aussi regarder la variation de cette distance en fonction de ce paramètre. Donc, si je commence avec une probabilité et je change un petit peu le paramètre θ, quel est le taux de changement de cette distance? Et c'est, on peut dire, une vitesse statistique. Et c'est précisément l'interprétation de l'information Fisher. Donc, c'est une vitesse statistique entre deux probabilités. Donc, elle me dit le taux de nos capacités de différencier entre les résultats si j'ai un petit changement du paramètre. Donc, essentiellement, ça veut dire, ça me dit la sensibilité de mes données de mesure en fonction du paramètre. Et donc, si elle est élevée, ça va me permettre d'avoir une estimation très précise. Tout ça est encore classique dans le sens que j'ai seulement considéré une distribution de probabilité. Je n'avais pas besoin de savoir qu'elle venait d'un système quantique. Mais si je le sais, j'aimerais quantifier maintenant la sensibilité au niveau de l'état quantique. Et en principe, ça devrait être indépendant de la mesure que je fais sur l'état. Et tout ça dépend de la mesure parce que la mesure, elle va manipuler aussi la probabilité des données. Donc, pour passer au niveau des états quantiques, on utilise des techniques qui ont été développées en information quantique. Et ce qu'on fait, c'est on prend la distance statistique et on maximise sur tous les possibles observables de mesure. Et ça nous donne une distance dans l'espace des états quantiques. Et on peut faire la même chose pour le taux de la variation. Donc, c'est une vitesse statistique, si on veut, qui est donnée par la maximisation de l'information de Fisher sur toutes les possibles mesures.
Donc ça, c'est le maximum de la sensibilité que je peux extraire de cet état quantique. Et ça peut être atteint par une mesure optimale, ce qui me donne le maximum ici. Et je peux mettre ça aussi dans le théorème de Kramerau, qui était le théorème qui définit la limite inférieure à tous les estimateurs possibles. Et donc, pour un état quantique, ça va être donné par l'information Fisher quantique, par l'inverse de cette information Fisher quantique. Donc, pour le temps qui reste, je vais parler un peu du rôle de l'intrication pour améliorer la précision en interférométrie, surtout avec des atomes. Et aussi, à la fin, je vais mentionner une petite application de la théorie. Donc, l'intrication, c'est une propriété fondamentale des systèmes composés quantiques qui est très importante pour presque tous les développements en information quantique. La question qu'on se pose, c'est si j'ai une matrice densité, donc un état quantique pour mon système multipartite, est-ce que c'est possible de le décomposer en états quantiques qui sont indépendants localement? Donc, est-ce que tous les sous-systèmes, je peux les considérer indépendants? Et en plus, on permet aussi une probabilité qui mélange différents scénarios qui sont indépendants, parce que ça, c'est qu'une incertitude classique sur quel est le scénario indépendant qui applique à mon système. Si c'est le cas, mon système est séparable. S'il n'y a aucune décomposition de cette façon pour décrire l'état composé, c'est un système intriqué, et donc les états intriqués forment la base de beaucoup de technologies quantiques. Donc c'est très important de savoir si le système avec lequel on travaille est intriqué ou pas, mais malheureusement, on peut vraiment aussi démontrer que c'est un problème très, très difficile. Donc, même si je connais l'état en détail, c'est pas facile de déterminer si une décomposition de cette façon existe ou pas, en général. Ça veut dire qu'on a besoin de développer des méthodes qui permettent d'identifier au moins quelques états intriqués. Et ça, c'est déjà difficile pour des systèmes bipartites qui sont représentés aussi, mais nous nous intéressons aux systèmes multipartites. Donc là, c'est encore pire. On peut avoir des situations où tous les particules, disons tous les atomes, sont complètement séparables entre eux, ou une autre situation extrême où ils partagent tous des corrélations quantiques. Mais il y a toute une hiérarchie de situations au milieu de ça qu'on n'a pas vu dans le cas bipartite, qui sont des situations partiellement intriquées, donc où il y a des groupes qui sont intriqués et d'autres groupes qui ne sont pas intriqués. Et le problème maintenant, c'est de comment peut-on construire des critères qui nous permettent d'identifier quelle est la situation, au moins quelles sont les situations compatibles avec les données que je trouvais dans ma manip. Et une façon de construire un critère de ce genre, c'est d'utiliser la sensibilité métrologique que j'ai déjà introduit avant. On peut démontrer dans les interféromètres atomiques la sensibilité maximale de tous les états qui sont complètement séparables. Donc, c'est le cas si on imagine une stratégie complètement classique au niveau de l'état initial. Ça va nous donner une sensibilité maximale qui est donnée par le nombre d'atomes, donc n. Par contre, si je suis capable de créer intrication entre tous les atomes, le maximum possible serait n carré. Et je peux introduire ça dans la limite Kramerau quantique, et on voit que la variance
d'un estimateur dans la limite classique peut avoir une loi d'échelle comme 1 sur n. Et en général, si j'ai accès à toutes les stratégies quantiques, je peux en principe avoir une loi d'échelle comme 1 sur n carré. Et ça peut nous donner un gain très important sur la sensibilité. Par contre, qu'est-ce qui se passe au milieu ici, tous les niveaux intermédiaires? Donc, pour quantifier maintenant l'intrication intermédiaire, je vais introduire une représentation symbolique des différentes situations. Par exemple, ici, si tous les systèmes sont séparables, je vais tout simplement mettre des boîtes qui représentent des différents atomes en haut, comme ça. Par contre, j'ai toute une ligne de boîtes comme ça, s'ils sont tous intriqués. Et ça, on peut appliquer aussi au cas intermédiaire. Donc là, j'ai 4 boîtes dans une ligne qui représentent 4 particules intriquées. Un autre groupe de 2 boîtes ici, comme les 2 particules sont intriquées ici, et un autre atome qui n'est pas intriqué. Et j'ai maintenant construit un diagramme de Yang qui décrit cette partition-là. Et maintenant, on peut étudier beaucoup de propriétés de ce diagramme-là. Je vais me centrer sur la hauteur et la largeur de ce diagramme, donc H et W. Et c'est possible de dériver des limites sur la sensibilité quantique en fonction des W et H permises pour décrire les états séparables de mon système quantique. Donc, on peut voir ici que si la largeur augmente, la sensibilité aussi augmente. Et ça, c'est raisonnable parce que ça veut dire que le groupe plus grand de particules intriquées va être plus grand. Par contre, H, c'est le nombre de sous-systèmes qui ne sont pas intriqués entre eux. Et donc, moi, système séparable, je trouve dans mon système plus élevé, encore une fois, est la sensibilité. Donc, ça me donne maintenant une interpolation entre les cas complètement séparables et complètement intriqués. Donc, on constate que les corrélations quantiques, ils nous permettent d'améliorer la sensibilité quantique. Et on peut aussi lire cette relation dans le sens inverse. On peut dire aussi que je peux mesurer la sensibilité de mon système quantique. Et si je surpasse cette limite, je peux directement identifier le niveau des corrélations quantiques que je trouve dans mon système. Donc, on peut dire, moi, j'ai un groupe de taille W qui doit être intriqué, où je ne peux pas avoir plus de H groupes de particules qui ne partagent pas intrication. D'accord. Et juste avant de terminer, je voulais aussi mentionner une application en optique dans le domaine d'optique quantique qui est un peu différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est pour montrer aussi que c'est vraiment une théorie très générale et on peut l'appliquer à tout problème où on s'intéresse à un paramètre qui est, d'une certaine façon, dedans d'un système quantique. Donc là, je vais considérer un problème totalement différent. C'est maintenant le problème de 2 sources de lumière qui ont une séparation qui peut être relativement petite et on est intéressé à l'estimation de la séparation des 2 sources. Les 2 sources peuvent être incohérentes, disons. C'est de la lumière thermique. Et ça peut être, par exemple, le problème de la résolution entre 2 étoiles avec un télescope ou aussi l'analogue qu'on trouve dans un microscope. Donc ici, on a déjà ce qui arriverait dans une caméra CCD, par exemple, la distribution de l'intensité. Et c'est déjà une possible mesure qu'on pourrait faire pour estimer la valeur de D, la séparation entre les sources. Si on fait ça, on sait très bien, c'est connu depuis longtemps, que si les sources s'approchent
et on entre dans la limite donnée par la diffraction, on ne va plus être capable de différencier entre les deux sources. Et on peut voir ça aussi formellement en calculant l'information Fisher pour cette mesure particulière. Donc, ce n'est pas l'information Fisher quantique parce qu'on a choisi une mesure particulière, c'est celle de la caméra CCD, la distribution intensité dans la plaine ici. Et on voit que l'information Fisher, elle va s'approcher à 0 si les sources sont très proches. Mais en 2016, ce groupe de chercheurs a calculé l'information Fisher quantique pour ce système en traitant les deux états, même s'ils sont presque classiques, disons, c'est des états thermiques. On peut quand même traiter ce problème comme si c'était un problème quantique et optimiser sur toutes les possibles mesures. Et ça donne l'information Fisher quantique. Et on voit que l'information Fisher quantique est en fait une constante en fonction de la séparation. Donc ça veut dire il devrait y avoir une autre mesure qu'on peut faire pour parfaitement différencier entre les deux sources, même s'ils sont très proches, même si on est dans la partie où la diffraction poserait une limite si on faisait une mesure d'intensité directe. Et c'est aussi possible d'identifier une mesure qui atteint cette limite. C'est une décomposition dans les modes spatiaux. Et les modes spatiaux ici, c'est les modes Hermite-Gauss. Et il y a aussi des dispositifs qui réalisent une telle décomposition de la lumière. Et après, on mesure le nombre de photons, donc l'intensité dans chaque mode, plutôt que l'intensité dans l'espace. Et en base des données qu'on obtient de cette mesure-là, on peut montrer que dans la limite Q va infini, donc si on mesure tous les modes, on atteint l'information Fisher quantique, et ça veut dire que c'est une mesure optimale du point de vue quantique. Si on s'intéresse seulement aux séparations très petites, en fait, ça suffit de mesurer que le premier mode excité. Donc, tout ça, d'abord, ça montre la puissance de la métrologie quantique, même si on n'a pas la possibilité de manipuler l'état quantique initial du capteur. Maintenant, c'est une optimisation seulement au niveau de la mesure. Bien sûr, ce calcul a été fait en supposant que cette décomposition marche parfaitement. Et nous avons étudié aussi ce qui se passe s'il y a des imperfections. Par exemple, si la lumière était censée arriver ici, mais il y a une petite probabilité qu'elle va quand même arriver là, ça va sûrement nous diminuer la sensibilité. Et on a vu que, effectivement, avec ce genre de crosstalk, la courbe ne suit pas la courbe idéale, mais elle va tomber vers 0 aussi. Quand même, c'est loin de la limite qu'on aurait pour une mesure directe de l'intensité. Il y a une autre conséquence, c'est pour la loi d'échelle de la séparation minimale qu'on arrive encore à différencier. Dans le cas idéal, on a une loi d'échelle comme 1 sur racine de n, mais si on a même un tout petit niveau de crosstalk entre les modes, ça va nous tomber sur une loi d'échelle comme n puissance moins un quart, qui est pire que le cas idéal, évidemment. Ok, donc je vais m'arrêter là. J'arrive aux conclusions. Donc, j'ai parlé des fondements théoriques de métrologie quantique. Surtout, la quantité d'intérêt principal, c'est la sensibilité métrologique, la fonction Fisher quantique. C'est une mesure des fluctuations quantiques. Donc, c'est aussi possible de dériver des généralisations du principe d'incertitude et des généralisations des relations incertitude. Je n'ai pas mentionné ça ici dans cette présentation. Ce serait côté très fondament, disons.
J'ai mentionné qu'on peut utiliser ça pour détecter, pour créer des témoins d'intrication dans les systèmes à N-core. Et on peut aussi identifier des approximations pour cette quantité en utilisant des mesures gaussiennes. Ce serait par exemple le paramètre de compression de spin, mais aussi en utilisant des mesures un peu plus compliquées qui comprennent aussi des moments supérieurs. On a des approximations d'une qualité supérieure pour les états aussi non gaussiens. Au côté application, il y a bien sûr les mesures de haute précision. Ça aussi, je n'ai pas eu le temps de le mentionner, mais une axe de recherche très active maintenant, c'est la mesure de plusieurs paramètres à la fois. Mais j'ai mentionné qu'en imagerie optique, par exemple, les idées de métrologie quantique nous permettent d'améliorer la sensibilité par une optimisation sur l'observable de la mesure. Donc là, j'ai fini. Je voudrais remercier mes collaborateurs, notamment aussi, peut-être vous connaissez mes collègues dans la région parisienne du EKB. C'est Claude Fabre, Giacomo Sorelli qui a donné un séminaire dans le cycle précédent, Nicolas Trebs, Mattia Walcher. Donc avec le groupe d'optique quantique au laboratoire Cassel-Procel, j'ai une collaboration au sujet de l'imagerie. Et avec Alice Sinatra et Youssef Bamara sur la compression de spin et la métrologie avec des atomes. Avant de terminer, je voudrais annoncer aussi que je vais bientôt déménager à l'Université de Valencia en Espagne et il y aura une bourse de thèse disponible si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je suis content de prendre vos questions.